Eh bien, il est 19 heures, passé de 2 minutes. Je vous propose de commencer le conseil municipal de ce soir. Alors, j'ai une série de pouvoirs. Didier Perrin pour Patrick Commère, Annie Pontieux pour moi, Kevin Portier pour Stéphane Couder, Alfio Pénissi qui a donné pouvoir à Nathalie Goua. C'est un peu fort le son, non? Oui, c'est un peu fort. Je laisse un petit peu le baisser. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, que nous puissions désigner un secrétaire de séance. Sandrine Moutin. Ah, il me semble que tu l'avais déjà fait. Bénédicte. Allez, Bénédicte Guillaumin. Donc, en tout premier lieu, nous allons approuver le procès-verbal de la réunion du conseil municipal dernier, qui était le 7 juin. Y a-t-il des observations ou des remarques? Vous les avez tous reçues? Oui. Des remarques, Bénédicte. Est-ce que tu as un micro, s'il te plaît? Juste... C'est un peu fort. Juste une petite remarque par rapport aux questions diverses concernant la manifestation qui s'est faite dans le gymnase. C'est pas Patrick Commère qui a dit que c'était pas ouvert au public. C'est vous, Nelly, suite à l'intervention de Jean-Baptiste. Très bien. Voilà. Eh bien, on corrigera. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le procès-verbal? Non. Ah, oui. Donc, contre. Des abstentions? Non. Donc, il est approuvé. Merci. Donc, on commence avec un ordre du jour, avec un certain point administratif, on a l'habitude. Donc, nous allons commencer par les finances locales, avec notamment les tarifs des repas du restaurant scolaire et du périscolaire, et une participation de la ville de Noyaret aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire Sud Agglomération. L'équipe enfants-jeunesse nous expliquera tout ça. Ensuite, nous avons un ordre du jour sur les institutions et vie politique, avec un certain nombre de délégations à me consentir à revoir. Nous avons 3 points sur les finances locales, le budget principal communal, taxes foncières, remboursement, avance d'agents, et 4 points qui concerneront les ressources humaines. Il y a eu beaucoup de travail sur les ressources humaines qui ont été faites ces dernières semaines. Et évidemment, quelques décisions administratives. Alors, nous allons commencer sur la question des tarifs des repas de la cantine et du périscolaire pour l'année 2021-2022. Et donc, je vais passer la parole à Stéphane Couder, qui est rapporteur. Bonjour à tous. Donc, avant de passer à la délibération, je propose de refaire une présentation qui a déjà été faite aux élus, à tous les élus, donc qui a été un peu simplifiée. On va essayer de faire ça rapidement, mais pour redonner un peu le contexte. Donc, on va parler des tarifs du périscolaire et de la cantine de 2021-2022. Donc, quelques chiffres pour remettre un peu le contexte. Il y a 151 familles qui utilisent les services d'accueil du périscolaire, donc le matin, le midi ou le soir. Ça représente un total de facturation des parents de 68 958 € sur l'année 2020, donc qui était une année un peu particulière à cause du Covid. Sur ce type de service, la commune touche une subvention de la CAF qu'on appelle la PSO, prestation de service ordinaire, qui est fonction du nombre d'heures. Donc sur l'année 2020, il y avait 35 412 heures de garde
Et donc ça représentait une subvention de la CAF de 19 441 €. On rappelle que pour la service, c'est une charge importante, parce que ça représente pas loin de 7 emplois temps plein, pour un montant d'une masse salariale d'environ 176 500 €. Et donc l'an dernier, on a servi 11 395 repas. Je te propose de passer à la slide suivante. On va revoir, donc ça c'est les tarifs appliqués sur l'année 2020-2021 jusqu'au 5 juillet de cette année. Je rappelle que la CAF nous demande d'avoir une tarification modulée en fonction des ressources. Donc on voit que là il y en avait 3 tableaux. Le tableau en haut à droite qui représente le tarif du midi, qui est basé donc sur ce qu'on appelle le coefficient familial. Donc il y avait 11 tranches de 0 à 1000, et après on allait à 1000 et plus. On payait le tarif maximum qui était de 5,23 €. Et il y avait seulement 3 tranches pour le matin et le soir. C'est un des points qu'on voulait corriger, c'est-à-dire avoir une grille qui soit la même le matin, le midi et le soir. On voulait aussi corriger quelques erreurs qui s'étaient glissées, on imagine, au fil des années, où il y avait quelques tarifs du soir qui n'étaient pas cohérents avec ceux du matin. On va voir ça. Donc l'idée, ça a été de simplifier cette tarification. On va voir tout ce qu'on voulait faire. On remet quelques exemples de tarification qu'on a pris pour essayer de prendre un peu l'état des communes environnantes pour ne pas partir dans toutes les directions. Donc c'est des tarifs qui sont de 2015 pour les plus anciens à 2021 aujourd'hui. Et à chaque fois, on a mis le prix minimum et le prix maximum. Donc avec le tarif de Noyarec qui est en bas, donc un tarif minimum qui est dans la moyenne, et un tarif maximum qui est plutôt faible. Voilà, donc avec des tarifs qui vont à 7,96, 8 € pour certaines communes, un peu plus de 8. Nos objectifs, donc c'était d'avoir une grille de QF plus simple, avec moins de tranches, quelque chose qui soit identique le matin, le midi et le soir. Une grille aussi qui puisse être réutilisée pour d'autres services, comme le CCAS par exemple. Et on souhaitait aussi que le tarif soit plus progressif. La tarification actuelle était très étalée sur les faibles coefficients familiaux, de 0 à 1000 €. Et après, tout le monde payait le prix maximum. Donc voilà, c'est un tarif plus progressif et une amplitude plus grande, c'est-à-dire commencer plus bas et arriver à un tarif un petit peu plus haut pour les familles plus aisées. On voulait corriger donc les erreurs qu'on avait notées sur l'ancienne grille tarifaire. Et le point qui nous semble important, c'est qu'on souhaitait garder la répartition des coûts actuels des années précédentes, c'est-à-dire qu'on ne souhaitait pas augmenter la part de participation des parents. On voulait rester avec la même enveloppe de 68 000 €. On ne voulait pas non plus la réduire. Donc on voulait garder la même subvention CAF, la même participation de l'ensemble des familles et donc le reste à charge de la commune qui serait inchangé. C'est vraiment au sein des familles où on souhaitait un peu mieux répartir parce qu'on avait une répartition qui ne nous semblait pas très juste. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Et on voulait donc une tarification un peu plus lisible pour les parents, avec une seule grille. Et enfin, de notre côté, on ne voulait pas faire une usine à gaz, on voulait quelque chose de simple pour que ce soit facilement paramétrable dans notre outil de gestion de la petite enfance, donc KBL Enfance. Tu m'arrêtes, JB, si je dis des conneries. Donc voilà, on arrive sur cette proposition. Donc les 3 tableaux barrés, ce sont les tableaux précédents qu'on vient de voir. Et on arrive sur une proposition où on commence un cran en dessous, on commence à 1,90 €. On arrive clairement à un cran au-dessus, à 6,90 €. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est surtout la répartition des coefficients familiaux. Où avant, on avait 11 tranches pour aller de 0 à 1000, ce qui faisait des toutes petites tranches. Et en fait, on s'occupait vraiment que des personnes qui avaient très peu de revenus. Et dès qu'on avait un tout petit peu de revenus, parce que donc, pour donner une idée, 1000 €, donc où on était à 5,17 €, pour une famille avec un enfant, ça représente 2500 € de revenus nets. Donc dès qu'on dépassait 2500 € de revenus nets pour une famille avec un enfant, on se retrouvait à payer le prix maximum.
Donc aujourd'hui, avec la grille proposée, ces personnes-là, celles qui étaient à 1 000 € par exemple, elles vont passer de 5,23 € à 3,90 €. Donc voilà, donc il y a des gains pour certains, une augmentation pour d'autres familles. Voilà ce qu'on propose. On va voir ça un peu plus loin. Donc voilà, donc là on compare le tarif actuel donc sur la gauche, donc le tarif avec les 11 tranches, et la proposition donc qu'on votera dans quelques minutes, qui est donc sur 6 tranches. Donc à chaque fois, donc sur la première ligne, on a le matin. Donc on commencé à 1,27 €, on va à 1 €. On est à un tarif max quand on était à 1,59 € et on arrive à 1,80 € par exemple. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a remis la moyenne. Donc la moyenne, c'est pas la moyenne entre le prix minimum et le prix maximum, c'est le prix moyen que les familles ont payé leur heure de périscolaire le matin. Donc le matin, en moyenne, ils ont payé 1,55 €. Et si on simule ça avec le nouveau tarif, ça ferait plutôt baisser. On tomberait à 1,47 € en moyenne. Et le repas qui avant avait un coût moyen de 4,91, on reste sur un repas moyen de 4,87. Donc voilà. Et par contre, il y a le soir où on augmente un petit peu, on passerait de 1,96 € en moyenne à 2,16 €. Et ces 20 centimes de différence, ils s'expliquent entre guillemets par la correction où il y avait une petite erreur sur les années précédentes. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est qu'avant, on avait 110 familles qui se retrouvaient au prix plafond à 5,23 €. Aujourd'hui, si on fait la somme des familles qui arrivent à 5 €, on en a 4, plus 21, plus 34, plus 39. Je ne sais plus combien ça fait. J'ai dû noter ça quelque part. Ça fait 98 familles. Donc ça fait 98 familles qui sont à moins de 5 €. Donc on a changé un peu la donne. Et du coup, on se retrouverait avec 97 familles, qui seraient gagnantes avec cette solution, qui gagneraient un petit peu, et 54 familles qui seraient entre guillemets perdantes, donc les familles les plus aisées qui se retrouveraient avec une facture qui serait légèrement augmentée sur le périscolaire. Sur la slide suivante, voilà, on note la distribution. Donc cette slide, elle résume bien ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'avant, on se retrouvait avec très peu de familles qui ne payaient pas le prix maximum de 5 €. Et maintenant, on a essayé d'étaler de faire quelque chose de plus progressif. Donc on a des familles qui vont payer réellement 1,90 €. Après, c'est certaines qui vont payer 2,90 €, 3,90 €, 4,90 €. Donc ça, évidemment, on ne sait pas ce que ça donnera l'année prochaine. C'est tout fait avec les factures de l'année 2020. Donc, mais ça donne une idée, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, j'aurais dû préciser en début qu'il fallait m'arrêter s'il y avait la moindre question. D'accord. Et enfin, on s'est reposé la question un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une famille type? Quel est le revenu moyen d'une famille type? Quel est le seuil de pauvreté, le seuil de richesse? Donc on a pris les chiffres de l'INSEE, donc c'est le tableau qui est sur la droite, donc il n'y a pas un grand intérêt, qui permet juste de donner quelques chiffres. Et après, on a remis ça de notre côté, donc en disant voilà, on fait une simulation où on prend une journée type avec le matin, le midi, le soir, donc un accueil complet, on va dire. On prend une famille avec 2 enfants et on regarde ce que ça donne. Donc une famille qui est au seuil de pauvreté, donc l'INSEE estimait que c'était 2050 €, donc ça lui ferait un coefficient familial de 683. Avant, elle payait 7,87 €, demain, elle payerait 5,80 €. Voilà, après une famille, on va dire dans le plutôt modeste, donc qui aurait un revenu de 3 300 €, lui passerait de 8,79 € à 7,20 €. Une famille dans la moyenne aurait une légère baisse en passant de 8,79 € à 8,60 €. Une famille un peu plus riche, on va dire, un peu plus aisée, avec des revenus un peu plus importants, donc de l'ordre de 6 000 €, là il y aurait une petite augmentation en passant de 8,79 € à 10 € pour l'ensemble de la prestation. Et enfin, une famille avec, on va dire, ils appellent ça le seuil de richesse, avec 8 000 € de revenus nets, se verrait avoir une augmentation un peu plus importante de 8,79 € à 11,40 €. Voilà, c'était l'objectif de notre travail, c'était d'essayer d'avoir un truc qui soit un peu plus progressif et un peu plus accessible pour les familles modestes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Et bien, on va passer à la délibération. Donc,
Donc ça concerne donc les tarifs des repas, restaurants scolaires et accueil périscolaire pour l'année 2021-2022. Donc on propose au conseil municipal de fixer les tarifs des accueils périscolaires et des repas du restaurant scolaire pour l'année 2021-2022. On rappelle notamment la délibération 2020-002 du 10 février 2020 qui concernait certaines évolutions de tarifs et de règlements intérieurs. Et on propose de modifier les tarifs pour l'année à venir afin de rendre les plus équitables pour les familles, de corriger des erreurs présentes dans les grilles précédentes et d'avoir une grille réduite et identique pour tous les services périscolaires. Donc des tarifs mieux échelonnés, plus d'équité en fonction des quotients familiales. Donc à savoir, je ne vais peut-être pas vous relire tout l'ensemble, mais que le tarif d'un repas comprend non seulement le prix d'un repas, mais aussi l'animation et la prise en charge de l'enfant pendant un temps de 2 heures, donc ça c'est le temps du midi. Donc la grille, c'est ce qu'on vient un peu de voir, donc je ne vais pas vous la redire. À noter que pour les tarifs extérieurs, on a décidé de reprendre la grille du Nucérétin et de faire en gros un +1 sur le tarif. C'est-à-dire que quelqu'un, tarif Nucérétin qui a, qui a un coef de 1201, il va payer 4,90. Et un tarif extérieur qui a le même coef 1201, il va payer 5,90. Donc c'est ce qu'on retrouve régulièrement. Donc on dit que le prix du repas maximum donc reste fixé à 6,90 pour les internes ou les externes du coup. Que le quotient familial pris en compte sera celui qui sera adressé par la caisse d'allocation familiale ou fourni par le compte CAF en août 2021. Que les personnes qui ne possèdent pas de quotient familial devront présenter l'avis d'imposition de 2021 donc sur le revenu 2020 et que sans justificatif de revenu, les repas seront facturés au prix maximum sur 6,90 €. On rappelle un point donc, sur les PLAI, que la délibération 2020-002 du 10 février 2020 a instauré un abattement de 30% sur la tarification correspondante à la tranche du QF des familles pour les enfants bénéficiant d'un PAI alimentaire, et seulement alimentaire, et apportent leur panier repas. En 2021-2022, pour ces enfants, le coût sera calqué, donc on est reparti sur le tarif global du midi en fonction du QF, moins le coût du repas du prestataire, c'est-à-dire 3,29 €. Donc ça nous donne une grille qui est un petit peu différente. Donc ça concerne très peu d'enfants. Je crois que sur l'année 2020, il y avait un enfant qui était concerné par ce cas. Pour le personnel communal, donc le personnel communal est autorisé à commander des repas au prix unitaire de 3,29 € TTC et le prix du repas facturé aux professeurs des écoles est fixé à 5,06 € TTC. Donc voilà, on va proposer ça. Avant de passer au vote, je vais quand même parler 2 secondes du règlement intérieur que j'ai totalement oublié. Donc le règlement intérieur, je ne vais pas vous le lire parce qu'il fait 12 pages, il est accessible sur le site de la mairie. Tout le monde l'a dû l'avoir en annexe et surtout il n'y a pas eu de modification majeure par rapport à l'année dernière. Donc il y a eu peut-être une virgule rajoutée, une faute corrigée. Le seul point qui a été ajouté, c'est qu'on a dû rajouter une ligne, je ne saurais pas la retrouver, sur le fait qu'on va mettre en place une partie de dématérialisation. Donc pour éviter que les parents, à chaque début d'année, doivent remplir une fiche avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone du papa, numéro de téléphone de la maman. Et bien là, ça sera directement sur leur portail famille où ils auront accès à la fiche de l'année précédente. Ils valident que c'est toujours OK. Et voilà, ça fait gagner du temps côté parents, côté service. Donc c'est en train de se mettre en place petit à petit. Bien évidemment, ça reste facultatif. Une famille qui aurait des difficultés peut toujours s'adresser au service enfants-jeunesse. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas de modification majeure. Donc je propose de ne pas aller plus loin, sauf s'il y a des questions. Et donc de procéder au vote. Alors ça, je ne sais pas qui c'est qui procède au vote. C'est toi. Merci beaucoup Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, tu as été très très clair. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce travail, parce que Stéphane ne nous a pas présenté toutes les slides que nous on a eues, mais alors il y a plein de tableaux avec des graphiques, des courbes, enfin bon bref, un travail exemplaire. Donc je vais mettre ce rapport au vote. Est-ce que quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? 0. Qui est contre? 0. Donc le conseil municipal adopte les tarifs pour l'année 2021-2022 et le règlement intérieur. Sur le point qui suit, c'est Sandrine Curtet qui est rapporteure
pour nous expliquer la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire Sud Agglomération. Bonsoir tout le monde. Donc je vais vous présenter la participation financière de la ville de Noyaret aux frais de fonctionnement du centre médico-social Sud Agglomération, CMS. Pour rappel, le centre médico-scolaire, pourquoi je dis social médico-scolaire Sud Agglomération est situé à Pont-de-Claix depuis 2019 et il a pour mission de concourir à la mise en œuvre d'actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves. Donc sa mission principale est en fait de faire des bilans de santé des élèves avant le CP, à la fin de la primaire et au collège en 3e. Donc les élèves de l'école de Noyaret, des écoles de Noyaret sont attachés depuis plusieurs années à ce CMS. Ce CMS est autorisé à solliciter la participation aux frais de fonctionnement de la part des communes rattachées. À solliciter, décidément. Donc cette participation est calculée en fonction du nombre d'élèves de chaque commune et c'est l'effectif au mois de septembre de chaque année scolaire de référence selon les chiffres transmis par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère. Donc à titre indicatif, le montant à régler chaque année sera environ 130 €, c'est-à-dire 2100 élèves multipliés par 0,6 € par élève. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, le conseil municipal propose d'autoriser Madame le maire à signer la convention de répartition des charges de fonctionnement du CMS Sud Agglomération entre les communes de Pont-de-Claix et de Noyaret, dont le projet donc a été annexé, et de verser à la commune de Pont-de-Claix les sommes dues à ce titre. Donc, il y a eu un retard, donc on va devoir payer un montant de 121,80 € pour l'année 2018-2019, de 129,21 € pour l'année 2019-2021, et en fin d'année, on aura à payer l'année 2020-2021, dont le montant sera à peu près similaire. Voilà. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions ou des souhaits d'intervention? Non. C'est sûr qu'on est sur quelque chose qui se pratique en lien avec le scolaire. Donc je mets ce rapport au vote. Est-ce que quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Quelqu'un s'abstient? Non. Quelqu'un est contre? Non. Après en avoir délibéré, donc le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer cette convention en annexe. Le point suivant concerne les délégations consenties au maire. Donc je vous rappelle que nous avons déjà voté l'ensemble de ces délégations à 2 reprises, jamais 203. Par contre, après conseil, on nous a dit qu'il fallait qu'on ajuste certaines formulations pour assurer une parfaite sécurité juridique à cet acte. Donc il convient de mentionner l'intégralité des délégations consenties au maire et pouvant être subdéléguées. Donc vous les avez toutes eues, vous avez toutes pu en prendre connaissance. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais on préfère suivre les conseils de notre avocat. Donc propose d'autoriser Madame le maire à déléguer par arrêté ses attributions à Monsieur Gérard Fay, 2e adjoint, qui bénéficiera des présentes délégations en cas d'absence ou d'empêchement au maire. Ça, il n'y a pas de changement. Donc y a-t-il des remarques? Aucune. Donc je mets ce rapport au vote. Puisque les actions pourront être maintenant au tribunal judiciaire et pas qu'au tribunal administratif. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? 0. Donc le conseil municipal décide de me confier pour la durée du mandat les délégations et de déléguer à M. Gérard Fay ces délégations en cas d'absence. Merci. Alors, nous allons passer au point suivant qui concerne les finances locales. Je vais donc passer la parole à Gérard.
Alors, c'est une délibération qui concerne des admissions en non-valeur. La trésorerie nous a informé qu'un certain nombre de créances étaient irrecouvrables, les redevables étant soit insolvables, soit introuvables malgré les recherches, ou le montant des créances étant inférieur au seuil de recouvrement prévu. Il nous demande de procéder à l'admission en non-valeur de 22 titres de recettes, s'étalant sur les années 2015 à 2019, pour un montant de 588,96 €. Les titres allant de 95 centimes pour le plus faible à 49,98 € pour le plus important. Le trésorier nous rappelle que l'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement ultérieur si la situation du redevable évoluait et donc permettait le recouvrement. Donc il est proposé à notre conseil d'admettre ces titres en non-valeur pour un montant de 588,96 €. Et on rappelle que les crédits budgétaires sont inscrits au budget et qu'un mandat sera émis à l'article 65-41 du budget, car en effet, il s'agit d'une perte de recettes qui sera soldée par un mandat. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Je mets ce rapport au vote. Qui s'abstient? Personne. Qui ne prend pas part au vote, pardon? Personne. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal conteste et valide l'état de taxes et produits irrécouvrables d'un montant, je le répète, de 588,96 € transmis par la trésorerie publique de Fontaine. Et les dépenses seront donc inscrites à l'article 65-41 du BP 2021. Le point suivant, je repasse la parole à Gérard, concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, dans ce projet de délibération, on parle en fait de deux dispositions du Code général des impôts concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. La première de ces dispositions instaure l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, et ce pendant 2 années. La seconde disposition qui nous intéresse autorise les communes à limiter cette exonération. Bien évidemment, limiter cette exonération permet aux communes de générer quelques ressources supplémentaires. Pour Noyaret, on parle de montants de l'ordre de 8 à 10 000 €. Je rappelle qu'en 2010, notre commune avait décidé de supprimer l'exonération. Cette disposition venait en complément de la réévaluation considérable des taux d'imposition qui avait été votée à l'époque précédemment sur l'année 2008. Aujourd'hui, il est proposé de reconduire cette mesure, et pour la reconduire, notre conseil municipal doit la revoter, et ce en raison de la réforme fiscale intervenue en 2021. Il faut rappeler que la taxe d'habitation a été supprimée et que la taxe foncière perçue désormais par les communes correspond à l'ancien taux communal auquel s'ajoute l'ancien taux départemental. Pour Noyaret, taux communal 28,29%, auquel s'ajoute le taux départemental 15,90%, soit 44,19%. Avant la réforme, la suppression de l'exonération, c'était 100% des 28,29%. Après la réforme,
c'est 40% des 44,19%, ceci pour un résultat identique à la fois pour la commune et pour les contribuables. Il faut aussi rappeler que l'exonération est maintenue, quoi qu'il en soit, pour les immeubles bénéficiant de prêts aidés par l'État, conformément à la dimension sociale de cette disposition du Code général des impôts. Merci Gérard. Y a-t-il des souhaits d'intervention ou des questions? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Alors, le point suivant concerne le remboursement d'avance d'agents. Je passe la parole à Gérard. Un agent de la commune, Madame Tatiana Mathieu, a dû faire l'avance pour payer une commande à Carrefour pour un montant de 66,87 €. Alors ceci est dû à un problème technique, hein, la carte pro dont dispose la commune n'ayant pas fonctionné. Il est donc tout simplement demandé de voter la possibilité d'indemniser Madame Tatiana Mathieu de ce montant de 66,87 €, de sorte que la commune serait amenée à lui faire un mandat. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et nous pourrons rembourser l'agent. Alors, les points suivants concernent les ressources humaines. Le premier point concerne une convention entre la commune et les associations Travail et Partage et Ulysse pour une mise à disposition du personnel. Dans le cadre du travail avec la métro a proposé un certain nombre de possibilités de mutualisation, de travail, de liens sur différents secteurs pour mettre en relation les communes et notamment un réseau d'associations intermédiaires dans le cadre donc d'une mutualisation. Et là, ce que nous votons, c'est la possibilité d'avoir une convention avec 2 assos pour le remplacement de personnel périscolaire, de personnel des services techniques ou autres. Ces 2 associations sont Travail et Partage et Ulysse. Et il y a un double objectif à signer avec ces 2 structures. C'est déjà permettre à la collectivité de faire face à des besoins en personnel suite à des absences ou à des postes non pourvus. Ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans l'année quand même, hein, en période Covid forcément. Mais c'est aussi de pouvoir favoriser l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi, puisque ces associations travaillent pour justement ramener les personnes vers l'emploi. Donc le conventionnement avec une association intermédiaire correspond à une logique de mise à disposition de personnel formé dans des secteurs identifiés et dans le cadre de remplacement ou de surcoût d'activité. Et pour information, le coût horaire de facturation pour le personnel est de 20 € TTC. Nous avons d'ailleurs déjà rencontré ces 2 associations pour évaluer les besoins de la commune pour l'année prochaine. Donc nous proposons de m'autoriser à signer la convention en annexe, que vous avez donc eu dans vos messages, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention? Non? Je mets ce vote au rapport. Qui ne prend pas part au vote?
Personne. Qui s'abstient? 0. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. Les points suivants, je vais de nouveau passer la parole à Gérard. Comme je le disais en préambule, il y a un énorme travail qui a été fait au niveau des ressources humaines. Et je salue vraiment le travail des agents à ce sujet-là, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Gérard va nous expliquer tout ça. Merci. Alors, sur les délibérations qui suivent, à savoir les délibérations numéro 8, 9 et 10, nous traitons effectivement des ressources humaines. 2 de ces délibérations sont très importantes. Il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs et il s'agit de la mise en place du RIF 7. À mon tour, je souhaite rendre hommage au travail qui a été conduit, en particulier par Madame Tatiana Mathieu, en charge de la gestion administrative des ressources humaines depuis 1 an, sous la responsabilité de Jean-Baptiste Boulanger. Je voudrais d'abord dire que ce travail s'inscrit tout à fait dans les notions de transparence et de dynamique de gestion des ressources humaines qui sont les axes de travail que nous avions donnés. Alors, la première de ces délibérations, de ces 3 délibérations successives, donc la première concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs est un outil indispensable pour la gestion courante et pour la transparence de cette gestion à l'égard notamment des personnels. Nous avons pu prendre connaissance dans le corps de la délibération de toutes les transformations et surtout les suppressions d'emplois qui sont proposées, qui correspondent simplement à une mise à jour, puisque ces suppressions d'emplois n'ont pas été constatées juridiquement en leur temps. Ce qui est important de noter, c'est que nous validons aujourd'hui un tableau des effectifs actualisé dont le nombre d'emplois se monte à 21,48. J'ajoute que ce tableau a reçu l'avis favorable du comité technique paritaire, instance consultative comportant des représentants de l'administration et des représentants des syndicats. Donc il vous est donc proposé de voter ce tableau des effectifs mis à jour comme base de gestion quantitative du personnel. Merci Gérard. Alors, quelles sont vos questions? Oui, Bénédicte. Juste une petite question. Le comité technique, c'était que des gens, il n'y avait aucun élu dedans? Il y avait juste des personnes, des syndicats, personnel communal Je croyais avoir dit qu'il est composé de représentants de l'administration, donc ouais, effectivement des élus et des personnels communaux d'un certain niveau, et puis de représentants des syndicats. Alors, c'est une instance qui est gérée au niveau du centre de gestion, puisque la commune de Noyaret n'a pas une dimension suffisante pour justifier un comité technique paritaire individualisé. C'était juste ma question. Merci pour la réponse, Gérard. Voilà, parce qu'effectivement, le centre de gestion, c'est de l'administratif. Il n'y a pas d'élu. Donc, est-ce que quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'adopter une modification du tableau des effectifs ainsi proposé. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget communal. Et qu'évidemment, ce tableau sera tenu à jour régulièrement
maintenant. Le point suivant, détermination des taux de promotion pour les avancements de grade. Le conseil municipal doit fixer, là encore après avis du comité technique paritaire, le taux de promotion de chaque grade d'avancement. Il faut savoir que les agents de police municipale sont exclus de ces règles. Donc il est simplement proposé de fixer à partir de l'année 2021 un ratio commun de 100% pour tous les cadres d'emploi de la commune. Cela ne signifie pas que tous les agents vont bénéficier des promotions, cela signifie que tous sont susceptibles d'en bénéficier et ceux qui en bénéficieront seront ceux qui en seront jugés dignes après étude de leur poste et surtout de leur manière de servir. Y a-t-il des questions? Oui, vraiment c'est un peu bien pour moi tout ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots qu'est-ce qui change par rapport à ce qui se fait de l'avant? La question est qu'est-ce qui change avec antérieurement? Ce qui change, c'est l'existence d'une délibération. Car dans les archives de la commune, nous n'avons pas trouvé de délibération actant ce principe. Sans doute existait-il déjà. Nous pensons qu'il était appliqué, et il était appliqué, mais il n'était pas formalisé par une délibération. Ce que nous proposons de faire aujourd'hui. Ok, merci. Merci. D'autres questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, nous adoptons ces propositions de ratio. Gérard, c'est aussi toi qui nous présente la mise en place du régime indemnitaire, autrement connu le RICET. Le RICET. Alors, ne nous y trompons pas. C'est une réforme importante concernant la gestion du personnel. Dans la délibération, vous avez pu prendre connaissance de tout ce qui est proposé à ce titre. Aussi, je ne vais pas la relire. Je vais simplement la présenter en soulignant ses caractéristiques essentielles, pour moi au nombre de 2. Il y a tout d'abord son contexte. Il s'agit d'une réforme qui est voulue par l'État à travers un décret qui date de 2014 et d'une circulaire qui date également de 2014. Nous sommes en 2021. Il est vrai que nombre de communes, plutôt d'ailleurs les plus petites communes, et dont nos Yarais ont un peu traîné en chemin. Je veux dire que là encore, le travail de Tatiana Mathieu doit être souligné, puisque après 1 an qu'elle a occupé ce poste, nous sommes en mesure aujourd'hui de présenter à notre Conseil le vote de cette réforme. Dans son contexte, après son contexte, cette réforme vise d'une part à simplifier et harmoniser, et d'autre part à dynamiser la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Je voudrais simplement rappeler que les fonctionnaires sont rémunérés sur la base de grilles indiciaires et au fil du temps, les différentes fonctions publiques, dont la fonction publique territoriale, ont bénéficié de primes successives, multiples et variées, qui se sont ajoutées aux rémunérations indiciaires. Dans le cadre de la réforme proposée, toutes ces primes seront supprimées. C'est l'objet de l'article 1 de la délibération. Vous voyez que les primes étaient effectivement diverses et variées. Désormais, le régime indemnitaire
comportera deux parts. Une part fixe qui s'appelle une part fixe qu'on va appeler le FSE. Cette part fixe tient compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise nécessaire pour occuper le poste. Parallèlement à cette part fixe, il y aura une part variable. C'est le EP du RIFSET, l'engagement professionnel. Il sera tenu compte pour cette part variable, non plus du poste lui-même, mais de la manière dont l'agent concerné occupe ce poste. La part fixe, je le répète, se rattache au poste occupé. Plus le poste occupé implique des responsabilités importantes, de la technicité, de la capacité d'analyse et d'innovation, plus les suggestions sont importantes et plus la part fixe sera importante. Le montant en sera déterminé par l'autorité territoriale, donc le maire, dans le cadre de fourchettes dont les valeurs sont indiquées dans la délibération à l'article 5 dans les colonnes 2 et 3. La part fixe sera payée mensuellement. Quant à la part variable, qui permet de rémunérer l'engagement professionnel des agents, il est appelé dans la délibération le complément indemnitaire annuel. Cette prime qui a été fixée au départ à 700 € pour quels que soient les postes et les grades. 700 € parce qu'effectivement, on peut occuper de façon tout à fait satisfaisante son poste, même si son poste n'est pas un poste très important ou nécessitant des technicités particulières. Donc 700 €, ce sera le montant maximum de la part variable pour tous les agents, sachant que cette disposition pourra éventuellement être révisée à l'avenir si nécessaire. Donc cette part variable, la CIA, l'article 6 de la délibération, on indique le mode de calcul. 50% sera attribué selon les critères d'évaluation dans le cadre d'une évaluation et d'un entretien annuel des personnels qui aura lieu une fois par an. Une fois par an, au moment de l'évaluation, chaque agent rencontre son supérieur hiérarchique et on procède à son évaluation de manière contradictoire. 50% du montant de cette prime variable sera attribué en fonction de cette évaluation. Les autres 50% seront répartis en fonction des objectifs qui ont été fixés à l'agent l'année précédente et du degré selon lesquels ces objectifs auront été atteints. Cette part variable sera versée à l'agent en fin d'année en une seule fois. La délibération prévoit également les proratisations nécessaires en fonction des absences de l'agent. Et je dois aussi ajouter qu'à titre transitoire, dès lors que des agents avec l'ancien système bénéficiaient d'une prime alors que le calcul de la nouvelle prime leur serait moins favorable, bénéficieront pendant la période d'une attribution complémentaire dite de transition. Le RIFSET a également été soumis à l'avis du comité technique paritaire et il a reçu un avis favorable. Y a-t-il des questions? Pas de questions, mais une remarque. Je n'ai pas fait que l'équipe précédente avait déjà mis en place ce genre de prime, pas au RIFSET, mais ça existait sur la base d'objectifs fixés en début d'année et évalués un peu.
c'était déjà contribué le montant d'ailleurs, je crois. Alors oui, je vais reparler de l'article 1, puisque effectivement le RIF 7 impose, du fait de l'application du décret, la suppression des primes de fonction, des primes de résultat, de l'indemnité de performance, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, dont bénéficient effectivement certains agents de la commune de façon assez curieuse, de l'indemnité d'administration et de technicité, des primes de rendement, de l'indemnité spécifique de service et des primes de fonction informatique, ainsi que de l'indemnité pour travaux dangereux et insalubres. Donc effectivement, les agents communaux, à Noyaret comme ailleurs, bénéficiaient de primes qui seront toutes supprimées. Donc je veux bien croire qu'une partie de ces primes correspondait aussi à l'évaluation des personnels et qui est attribuée en fonction de la manière de servir. Je parlais uniquement de la prime, justement, liée à la façon dont les agents prennent en compte la dynamique de leur travail et les objectifs divers qu'on leur avait fixés. Je ne parlais pas de prime obligatoire historique sur la mobilité. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, je mets ce vote au rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, nous décidons d'adopter le RIC 7 à compter du 1er septembre 2021, ce qui est une bonne nouvelle pour les agents. Eh bien, nous avons fini l'ordre du jour. Nous passons maintenant aux décisions administratives. Donc je vais en dire un petit mot et puis passer la parole à Pierre, puisque la première décision administrative, c'est une signature d'un avenant au bail professionnel avec le docteur Françoise Pommier, qui concerne donc les locaux du centre médical. Donc cet avenant, c'est un changement donc le docteur Pommier a son bureau, son local, et elles ont aussi une autre partie dans laquelle ce sont les infirmières du dispositif Azalée qui l'utilisent. Et donc on change de place puisqu'on a fait préparer les travaux. Ça, je vais passer la parole à Pierre pour en profiter, pour nous expliquer tous les travaux qui ont eu en cours à l'espace santé. Alors, en ce qui concerne les travaux à l'espace santé, ce sont des travaux au niveau acoustique, sachant que ces appartements, ce sont des appartements qui ont été détournés en cabinet médical. Donc, il n'y a aucun travail acoustique à l'intérieur, ce sont des simples appartements. Donc, il y a eu quelques remarques au niveau des praticiens qui sont à l'intérieur, au niveau du bruit. Donc nous avons fait appel à un cabinet d'études acoustiques pour savoir comment procéder pour faire ces travaux. Donc à la suite de cette étude, nous avons vu qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord changer toutes les portes, donc mettre des portes acoustiques à certains endroits. Il fallait aussi changer le plafond, mettre des plafonds acoustiques à des endroits bien déterminés. Ensuite, nous avons modifié une pièce, c'est-à-dire qu'il y a un kiné qui s'est installé il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut une place. Il y avait l'orthophoniste qui se trouvait à l'intérieur qui est parti. Donc, nous avons récupéré cette place. Nous avons séparé cette pièce en deux afin de lui octroyer deux places supplémentaires. Donc, il y avait aussi un cabinet d'infirmières qui se trouvait à cet endroit-là et qui a déménagé au niveau du docteur Pommier. Deux bâtiments. Donc il récupérera aussi cette place-là, afin de s'agrandir un peu plus grand. Nous avons fait la réfection des sols au niveau de l'entrée de tous les communs. Et nous avons aussi changé, nous avons mis en place des rideaux électriques. Voilà. Étant donné que les volets qui sont à l'heure actuelle sont des volets en bois, donc c'est très dur
à bouger, et puis on ne peut pas avoir une certaine pédante au niveau de la psychologue qui a besoin de temps en temps d'avoir une certaine pédante pour discuter avec ses praticiens, ses patients, pardon. Ensuite, nous avons aussi fait des travaux du côté du docteur Pommier. Alors, du côté du docteur Pommier, nous avons changé tous les communs, tous les sols. Donc, au niveau de la salle d'attente, du couloir, et une grande partie des communs est là où la future infirmière va s'installer. Donc, nous avons aussi refait le sol de Bonne Affaire. Nous avons aussi changé toutes les portes intérieures aussi pour remettre des portes acoustiques, parce qu'il faut quand même garder une confidentialité au niveau du docteur. Donc le bruit circule un peu partout. Donc d'après les études acoustiques, nous avons changé certaines portes. Étant donné qu'on ne pouvait pas tout faire à 100% acoustique, parce que ce n'est pas comment dire, un cabinet adapté pour ça. Sinon, il fallait casser tous les murs, tout refaire à zéro et repartir sur une base. Et là, ça allait nous coûter énormément de choses. Donc, nous avons fait le maximum qu'on a pu faire pour pouvoir rendre normalement plus acoustiquement possible. Et les travaux doivent se terminer quand, Pierre? Les travaux, normalement, doivent se terminer aux alentours de septembre. Et là, c'est pareil, nous avons changé aussi, on a mis des volets roulants dans ce secteur-là aussi. Et on a gardé les volets existants en bois pour la sélective de la façade, bien entendu. Voilà, donc du coup, les travaux vont se passer essentiellement pendant les congés des professionnels de santé. On a calé ça. Voilà, on a eu pour à peu près 30 000 euros, dont 25% qui ont pu être subventionnés. Merci Pierre. La décision administrative qui suit, donc c'est le mandatement du cabinet d'avocats SELARL, Conseil d'affaires publiques, en vue de représenter la commune en appel dans l'affaire Stéphane Michon contre la commune de Noyaré. Donc au 1er juin 2021, nous étions représentés par Maître Fessler, nous avons perdu, donc nous avons fait appel. Et vu la nécessité de faire appel avant le 1er août, donc nous avons donc désigné ce nouveau cabinet d'avocats qui est 5 rue Félix Poulain à Grenoble. Voilà. La décision administrative qui suit concerne, Nathalie, peut-être que je te passerai la parole, la division parcellaire rue de l'Érard. T'en dis un petit mot ? Donc du coup, ça correspond au terrain qui est rue de l'Érard, qui correspond à une partie qui n'est pas encore construite et qui n'avait pas été divisée, ce qui fait qu'en fait, pour le moment, on a un terrain non construit qui est associé aux terrains qui sont autour du lotissement, des maisons qui sont là, plus l'EHPAD. Donc en fait, pour nous permettre un jour de permettre une construction sur le terrain au fond, on demande une division parcellaire. Voilà. Merci. Voilà, pour les décisions administratives, il y en avait donc 3. Voilà le temps des questions diverses au sein des élus. Est-ce qu'il y a des questions? Je rebondis sur la division parcellaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un embryon de projet ici? Alors, en fait, le terrain tel qu'il est,
faudrait qu'on vous montre des plans, on les a pas, mais en fait il y a des petits bouts, tout petits bouts qui dégoulinent entre les maisons à droite et à gauche. Donc c'est vraiment pour cadrer les choses correctement. Après, sur le bout du terrain derrière, pour rappel, ça appartient à l'EPFL, et effectivement, comme ça fait partie des terrains qu'on va devoir acheter, il y a forcément effectivement des projets de viabilisation qui vont être faits sur ces terrains-là, puisqu'on doit les racheter. Mais il n'y a pas de choses là actuellement. D'autres remarques? Donc, eh bien, je déclare la séance du conseil municipal terminée et nous pouvons, pardon, oh oui, et nous pouvons passer aux questions du public, qui est très nombreux. Alors, papa, il faut un micro, parce qu'en fait, comme ça en relais sur Facebook, sans les micros, on n'entend pas du tout. Et les gens ne savent pas quelles sont les questions. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler un peu du balayage de la départementale 1532. Ça a été fait partant de pluie. Ils ont mis de la boue partout. Et ça a été fait, c'est désastreux comme ça a été fait. Et ça, maintenant, il y en a 10 cm tout le long pour la traversée de l'Oïra, et on peut plus supporter ça. Avec la circulation qu'il y a, c'est pas possible. Voilà pour la première chose. Et puis après, le deuxième, c'est de mettre une grille de récupération à la sortie du lotissement de la Coupière. Parce que tous les noms Coupière de la Coupière, elles sont par chemin, ça passe tout le long chez moi. Et le chemin de la ville, c'est un désastre. Il y en a des porteuses, le gravillon, il est tout dans la grille à moi. Voilà. Pour répondre, je me tourne vers Pierre, Nathalie, peut-être les deux seraient plus à même. Merci de nous le signaler. C'est la question du balayage et de la grille. Pierre, cette... Après, c'est pas la réponse. Oui, alors, au niveau de la grille, normalement, c'est un lit, on doit la nettoyer, en principe, parce qu'elle se trouve sur la... C'est ça qui est au-dessus de M. Gaillard. Alors, la grille de M. Gaillard est une grille privée. Donc, étant donné qu'elle est privée, elle appartient à M. Gaillard. Donc, normalement, c'est à M. Gaillard de la nettoyer. Mais le problème, c'est que comme il a donné le droit de passage aux gens qui habitent dessus, normalement, M. Gaillard devrait se rapprocher des personnes qui habitent en haut, parce que maintenant, vu qu'ils sont sur le passage, ils devraient participer pour le nettoyage de la grille. C'est à eux de participer. Ben, la route, comme j'avais discuté avec Cyril à l'époque, il faudrait vraiment se renseigner, mais Cyril m'avait dit que ça appartenait à M. Gaillard qui donnait l'usufruit de la route et qui n'avait pas été rétrocédé à la méthode. Ben, justement, c'est un peu ambigu, c'est un peu privé comme problème. Monsieur Boyard, est-ce qu'on peut se caler un moment après le conseil pour se caler un rendez-vous avec Cyril et mettre les choses bien au point? Parce que je ne suis pas surprise qu'on soit dans un des petits fous artistiques entre métro, commune, ou qui fait quoi, etc. Donc on se cale après un rendez-vous, si ça vous va. D'accord. Ok, donc il est au courant et bon, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Annie, tu avais une question? Avec le micro établi, on a fait bien tout à l'heure sur le cabinet médical. Comment font le personnel médical, les médecins guidés avec les travaux? Alors, le personnel médical, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il travaille sur un bâtiment dont les personnes
sont en vacances. Donc, pendant qu'ils sont en congé, font les travaux. Ensuite, ils vont passer à l'autre bâtiment. Dans l'autre bâtiment, ça va être exactement la même chose. En ce qui concerne Madame Pommier, elle n'a pas de problème parce qu'elle peut toujours se déplacer à l'intérieur. Donc tout a été réglé, tout a été en fonction des praticiens. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, des choses d'intervention? Oui, Michel. Tu fais pas le moment? C'est bon là. Donc, le regrettable, c'est que c'est dans la rue où j'habite. Donc, visiblement, ils ne savent pas quelle mairie, ils ne savent pas grand-chose, donc j'en ai branché quelques-uns et puis ça ne change pas. Alors, je vais parler des deux choses. C'est au niveau de notre protection pour sortir du chemin des Noyers. Depuis un an, c'était à Saint-Lazare, donc on n'avait pas tout de suite attaqué. Et donc, on aimerait bien, côté du Montra, savoir si on pouvait avoir des panneaux qui nous permettent de ne pas se faire tuer tout de suite, comme on a encore un peu ans, parce qu'il y a quelques individus qui continuent à monter, à descendre. Ça ne les intéresse même pas quand on descend. Donc, on voudrait savoir, parce qu'avec Cyril, j'ai tellement embêté avec ça quand ils ont modifié toutes les rues, ils ont mis des panneaux partout, ils les ont enlevés, ils ont dormi et tout. Une dame qui s'en était occupée, d'ailleurs, tout ce qui a été fait par ce qu'elle avait, elle, prévu, ça a tout été remodifié. C'était de l'argent foutu en l'air, mais c'était qu'elle demandait à moi. Moi, j'étais gratuit. Ils proposaient pas mal de choses. Et dans le chemin des loyers, ils se sont jamais bien bougés, donc c'est un peu dommage. Ça, c'est une première chose. Et puis, donc c'était pour savoir si on pouvait sortir le chemin des loyers. Côté